sur la nouvelle chaîne PsyFJ, chaîne qui a été créée à la demande des followers sur Instagram et Facebook de la page Cercle de Flammes. Je suis Florence, thérapeute conjugale et familiale, et je vais vous accompagner avec un petit regard psy sur le phénomène des flammes jumelles. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot d'explication. Comment en suis-je arrivée là? Comment est-ce que j'en suis arrivée à créer cette page Cercle de Flammes et puis aujourd'hui cette chaîne YouTube? Eh bien tout simplement parce que moi-même je me suis beaucoup questionnée pendant pas mal d'années sur ma relation conjugale, parce que celle-ci me faisait entrevoir des parts de moi-même que je ne soupçonnais pas, et j'en étais pas toujours ravie parce que je ne trouvais pas toujours ni les clés ni les solutions dans mes cours de psycho, et que ça m'a donné pas mal de fil à retordre. Finalement, une amie m'avait fait découvrir le phénomène flamme jumelle, et si dans un premier temps j'avais laissé bien ça à l'écart, j'ai fini par m'y pencher, par m'y intéresser. Et je dois bien avouer que j'ai trouvé certaines réponses. Voilà, en tout cas c'est venu éclairer ce que je vivais par certains aspects. Malgré tout, je dois bien avouer aussi que j'en étais pas toujours très heureuse et que j'ai pas tout accepté en bloc non plus, parce que déjà certaines choses venaient un petit peu trop me bousculer, et puis parce que pour d'autres j'étais tout à fait en désaccord avec ce qui était amené. Et plutôt que de rejeter ce que j'ai été tentée de faire dans un premier temps, il faut bien l'avouer, plutôt que de rejeter complètement cette approche et donc cette idée des flammes jumelles, eh bien j'ai fait le lien finalement avec ce que je connaissais déjà dans cette approche psychologique, et plus particulièrement, vous verrez qu'on en parlera pas mal, des styles d'attachement. Alors, en quoi est-ce que ça m'a aidé et en quoi est-ce que ça m'a permis finalement de trouver mes réponses, celles qui m'ont permis d'avancer, d'abord individuellement, et puis finalement ça a eu des répercussions sur ma relation, et donc ça a eu des répercussions aussi sur mon conjoint et puis sur ce qu'on vivait. Eh bien, ça a été de me dire que cette approche psy, quand je l'avais prise elle seule auparavant, eh bien ça me disait que ma relation, elle était de toute façon foutue d'avance, que ça ne servait à rien d'aller là parce qu'on était vraiment des opposés et qu'on était tout à fait incompatibles. Le fait d'aller rechercher quand même des petites explications et de l'espoir, il faut bien le dire aussi, dans cette approche des flammes jumelles, eh bien ça m'a permis de me dire que il y avait des choses qui m'aidaient d'un côté, il y avait des choses qui m'aidaient de l'autre, et puis il y en avait avec lesquelles j'étais pas forcément en accord, et j'allais me faire ma propre opinion. Et c'est ça qui m'a permis vraiment de trouver cet apaisement par rapport à ce que je vivais, qui n'était pas folichon, il faut bien le dire, et qui m'a permis d'être bien finalement dans ma vie, en mettant des choses en place, en comprenant certaines choses, en laissant de côté certaines. Et j'ai eu l'envie, puisque moi ça m'avait fait du bien de voir ça, et bien de partager ce regard-là et de venir insuffler un petit peu de ces théories psychologiques dans ce qu'on diffusait déjà énormément par rapport aux flammes jumelles. Et donc j'ai créé cette page Cercle de Flammes qui m'a encouragée à continuer, puisque les retours étaient vraiment très positifs, et ça a pu éclairer aussi certaines personnes. Et je me suis fait en plus par la suite une mission de vraiment accompagner chaque personne à trouver ce qui est juste et ce qui est bon pour elle. Parce que c'est vrai que quand on côtoie un petit peu ce milieu des flammes jumelles, on peut en voir des vertes et des pas mûres. J'ai vu des choses qui m'ont, moi, horrifiée parfois. Dans un premier temps déjà parce que ce concept de flamme jumelle, on n'a aucune preuve scientifique qu'il est réel. Et donc c'est typiquement de l'ordre de la croyance. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais on ne peut pas le prouver. Et à partir du moment où on ne peut pas le prouver, eh bien pour moi, il n'est pas juste, il n'est pas correct que certains affichent les choses comme étant des vérités.
Voilà, on a plein d'hypothèses, on a des explications qui vont se recouper, voilà, avec des expériences, avec des témoignages, avec voilà, il y a plein de choses qui permettent de se dire bah oui, ça peut être dans ce sens-là, mais malgré tout, ça reste vraiment de l'ordre de la croyance. On y croit, on n'y croit pas. C'est une question de foi. Et donc pour moi, c'est très embêtant déjà d'une part, voire ça peut être dangereux de donner, d'apporter aux personnes des vérités, de mettre les personnes dans des cases ou hors de ces cases, alors qu'en fait on ne sait pas du tout. Voilà, pour moi c'est très embêtant et je vois des personnes qui sont plus en souffrance de savoir si elles rentrent dans la case ou pas que de leur vécu relationnel et individuel. Donc ça pour moi c'est très embêtant et parfois on peut voir pas mal de dérives, volontaires ou non, hein, là n'est pas la question, mais en tout cas des dérives par rapport à ça. Pour moi, voilà, on y croit, on n'y croit pas, on croit à une partie, on croit à ce qui nous fait du bien, ok. Par contre, c'est pas une vérité et on va pas aller dénigrer une autre personne parce qu'elle pense autrement. Et par rapport à ces façons d'aborder les théories des flammes jumelles comme des choses très carrées, ça peut aussi amener à faire des choix qui ne sont pas objectivement les bons choix pour la personne. Pourquoi objectivement? Eh bien parce qu'elle va rester dans une situation de merde sous prétexte que c'est une relation sacrée. Or, pour moi, absolument rien au monde ne justifie de rester dans quelque chose qui nous fait du mal. Euh, ce qui nous fait du mal, c'est pas bien. Voilà, c'est très con dit comme ça, mais finalement on peut voir ça comme une petite phrase qui peut nous aiguiller pour évaluer finalement si on est dans quelque chose qui est ok ou pas. Voilà. C'est ok pour moi, c'est pas ok pour moi. Je suis dans une relation qui me fait souffrir, bah non, c'est pas bien. Voilà. Et c'est pas parce que c'est une relation sacrée que je dois y rester. Vous verrez que je ferai une vidéo complète là-dessus parce que c'est vraiment important de faire la part des choses. Mais de manière très très rapide, euh, si on croit effectivement dans ce phénomène flamme jumelle, ça veut dire qu'on croit aussi à la réincarnation. Et si on se dit qu'effectivement cette relation est sacrée et que le but ultime c'est la réunion, c'est l'union, c'est l'unicité, eh bien c'est pas forcément pour cette vie-ci. Et si dans cette vie-ci c'est la grosse merde, vous souffrez, vous n'en pouvez plus, vous ne vous reconnaissez plus, vous êtes moins que rien, eh bien c'est que c'est peut-être pas pour cette vie-ci. Parce que vous avez du travail à faire pour vous respecter suffisamment pour ne pas accepter tout ce que vous êtes en train de vivre et que votre autre a probablement aussi du chemin à faire pour ne plus être obligé, quelque part, de vous faire subir ça. Et donc tous les deux, vous avez d'abord du boulot à faire avant de pouvoir arriver à cet état où peut-être vous arrivez à cette réunion ou cette unicité. Alors comme je vous le disais, et je vais vous en parler mais énormément, et vous allez voir qu'on va détricoter ça dans toutes les vidéos, mon approche particulière par rapport au couple de flammes jumelles, eh bien c'est une approche psy, et c'est une théorie en particulier qui parle des liens d'attachement. Vous allez voir, parce on va vraiment décortiquer ça dans la prochaine vidéo, mais chacun, en tant qu'être humain, nous avons un style d'attachement. Et c'est notre style d'attachement bien particulier qui fait qu'on vit des difficultés dans le couple. Des difficultés telles que la cohabitation Chaser et Runner. Ça porte d'autres noms, mais au final, quand on regarde bien, c'est la même chose. Alors pour comprendre ce que c'est, eh bien il faut qu'on parte dans notre toute petite enfance, puisque c'est là que ça se construit. Donc quand nous sommes nés complètement immatures. On n'était pas capable de survivre seul. L'être humain est le seul mammifère d'ailleurs qui n'est pas capable de survivre seul suite à sa naissance. Il va avoir besoin des adultes, d'adultes qui vont venir s'occuper de lui.
Alors généralement c'est les parents. Si on regarde les théories un peu plus anciennes, c'était la maman. Maintenant le papa prend sa place aussi, donc voilà, il a tout autant son rôle à jouer à ce niveau-là. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Eh bien, il est capable de ressentir si ses besoins sont assouvis ou non. S'ils ne sont pas assouvis, il va se mettre à pleurer. Et là, les parents auront ce signal, ben voilà, il y a un besoin à assouvir. Et ils vont petit à petit tâtonner pour voir quel est ce besoin. C'est à partir de ça, j'émets un signal et les parents reçoivent le signal et en font quelque chose, que ce lien d'attachement et donc le style d'attachement va se créer. Normalement, et pour la plupart des personnes, ça se passe comme ça, les parents ou n'importe quel adulte qui s'occupe de l'enfant, mais généralement ce sont les parents, quand il entend ce signal, eh bien, il va venir répondre aux besoins dans un délai raisonnable. Donc il ne va pas le laisser pleurer 3 heures avant de venir. Ça ne veut pas dire non plus qu'il va venir dans la seconde, hein, mais il vient dans un délai raisonnable. Il vient régulièrement, ça veut dire que voilà, il y a peut-être une fois il n'a pas entendu pleurer ou il n'a pas entendu tout de suite, c'est pas grave, mais d'une manière générale, il vient de manière régulière répondre aux besoins. Et aussi, il répond à son besoin de manière adéquate. Si ces 3 conditions sont réunies, eh bien, il y a un lien particulier qui va se créer entre l'enfant et ses adultes, c'est le lien d'attachement. Les parents, du coup, ces personnes qui sont occupées de l'enfant vont devenir ce qu'on appelle les figures d'attachement. Et donc c'est auprès d'elle qu'il va aller chercher sa sécurité. Donc au départ, la sécurité, il l'a puisque les parents viennent répondre aux besoins de manière régulière, dans un délai raisonnable et de manière adéquate. Mais plus tard, quand il va grandir, il va jouer à 2 mètres de ses parents. Puis hop, revenir voir si ils sont toujours bien là, s'ils font toujours bien attention à lui. Puis hop, il va s'éloigner un peu, il va jouer un peu plus longtemps, et puis il aura plus besoin de jouer même s'il est dans la pièce d'après. Et puis il va oser aller créer d'autres relations avec des enfants de son âge. Et puis voilà, petit à petit, il va prendre de l'autonomie parce qu'il va intérioriser la sécurité que ses parents lui ont apportée. Et il va la transporter finalement partout avec lui puisqu'elle sera à l'intérieur de lui et qu'il n'aura plus besoin de ces figures d'attachement, de la présence des figures d'attachement pour ressentir la sécurité. Donc ça, c'est le cas de... Alors les chiffres diffèrent selon les études, mais globalement ça tourne toujours autour des 60% de la population. Donc on peut estimer que 60% des personnes développent ce qu'on appelle un style d'attachement sécure, qui vont leur permettre d'être suffisamment autonomes, mais aussi de créer des relations qui seront tout à fait satisfaisantes, équilibrées, qui vont leur permettre de ne pas paniquer parce que le conjoint ou l'ami ou voilà, peu importe, une personne importante pour eux ne répond pas tout de suite au téléphone ou va faire une activité sans eux, etc., etc. Donc ce sera vraiment cet équilibre entre autonomie et relation. Ça, c'est ce qu'on appelle du coup les relations sécures. À côté de ça, il nous reste à peu près 40%. Et ces 40%-là, pour des raisons qui leur appartiennent, parfois conscientes, parfois inconscientes, les parents n'ont pas été en mesure de répondre à ces fameuses 3 conditions pour développer un lien d'attachement sécure. Ça pouvait être parce que peut-être ils avaient des croyances, ou on les avait baratinés avec « laisse-le pleurer, il va se faire les poumons », ou « n'y va pas tout de suite, sinon tu vas en faire un capricieux ». Voilà, ça peut être des choses comme ça, où ils viennent dans des délais qui pour l'enfant finalement seront trop importants, seront trop longs. Ça peut être aussi qu'ils vont répondre comme ils peuvent, mais peut-être qu'eux-mêmes ne sont pas très à l'aise et ne vont pas toujours répondre de manière adéquate, ou parce qu'ils vont venir parfois, mais pas tout le temps, et voilà. Et donc là, on développe les attachements insécures. Et c'est ce qui va faire ces couples qui, selon la psychologie, peuvent être mal assortis, avec des personnes qui seront dans un lien d'attachement insécure. On verra qu'il y a plusieurs sortes aussi d'insécures. C'est pour ça aussi que quand ils se retrouvent entre opposés, ça crée ce qu'on appelle du coup chez les flammes jumelles les chasers et les runners, et qui s'appellent les attachements insécures anxieux ou les attachements insécures évitants.
Voilà, on a vraiment ces figures-là qui, autant dans l'approche flamme jumelle que dans l'approche psychologique, sont les mêmes finalement. Il y a les mêmes caractéristiques, il y a les mêmes explications de ce qu'on a pu vivre dans l'enfance, et donc ils vont faire que soit on va être très très autonome parce qu'on n'aura pas vraiment créé de lien et donc on n'en a pas besoin, on a toujours fait sans, donc on va continuer à faire sans. Mais on peut aussi être très en attente du lien, toujours espérer ce lien et aller le chercher, et là tomber dans quelque chose qui va être de l'ordre de la dépendance affective. Donc finalement, le fait de se reconnaître dans l'un ou l'autre des styles d'attachement ou dans une des étiquettes des flammes jumelles va permettre non pas, comme la psychologie le dit, de se dire bah ok, ce couple-là c'est foutu d'avance, parce que non, on peut tout à fait travailler sur soi, et le style d'attachement, heureusement, n'est pas du tout quelque chose de fatal. Effectivement, ça va teinter toutes nos relations, mais on peut travailler dessus pour soit réussir à avoir ce style d'attachement sécure, soit de s'en approcher suffisamment pour avoir une relation satisfaisante avec quelqu'un qui ne nous ressemble pas, ou peut-être qui nous ressemble trop. Donc ça c'est de manière générale, pas uniquement flamme jumelle, on peut tout à fait travailler sur soi. Mais ce travail, il va être important. Et peut-être qu'on peut le faire tout en restant dans le couple, c'est possible, c'est comme ça moi en tout cas que je l'ai vécu. Mais parfois aussi, la relation ou l'emprise, ça ne veut pas dire que l'autre a une emprise consciente sur vous, mais que la relation telle qu'elle se passe vous laisse tellement dans cette dépendance affective que ça devient compliqué, en restant dedans, d'en être aussi dehors. Et donc là, pour certaines personnes, voilà, ça va être nécessaire de pouvoir sortir de la relation pour travailler sur soi, peut-être y revenir, ou peut-être pas, et peut-être se rendre compte qu'en fait, c'est pas ça qu'on veut et qu'on a envie d'autre chose. Donc ça, toutes les histoires sont différentes. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas, je pense, de chemin tout tracé avec des étapes qui doivent être parcourues dans l'ordre. Chacun va aller chercher ce qui lui parle, ce qui lui fait du bien, pour surtout ne pas rester dans un truc qui nous fait du mal, puisque ce qui nous fait du mal, c'est pas bien, hein, je vous le rappelle. Donc ici, voilà, je vais creuser avec vous un petit peu le fonctionnement de chacun, voir aussi ce que l'un fait avec l'autre, les répercussions que l'un des positionnements a sur l'autre, parce qu'il n'y a jamais un qui est complètement coupable et l'autre qui est complètement victime, c'est des interactions, hein, on se nourrit et on nourrit la relation dans le bien comme dans le mal, et donc ça va permettre aussi de se remettre en question, d'aller piocher ce qui nous fait du bien, ce qui nous parle, ce qui nous permet d'avancer, pour justement se sentir mieux, que ça soit seul ou que ça soit en couple. Dans la prochaine vidéo, on creusera un petit peu plus ces notions d'attachement insécure. On va voir d'où on en vient, voilà, ce qui a fait que, et quelles répercussions ça a dans la relation, dans la vie en général, sur parfois même la façon de voir la vie. Donc on va voir un petit peu toutes ces explications-là. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a déjà apporté quelques petites clés, quelques pistes que vous avez envie d'en savoir un peu plus. Et donc je vous invite à me rejoindre sur la page Cercle de Flammes et je vous dis à très bientôt pour la deuxième vidéo.